Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mme Danielle Bretel, à qui je propose de demander l'appel nominal. Jacques Richard. Présent. Joseph Masson. Christian Dumilieu. Présent. Gérard Périgaud. Présent. Moi-même. Emmanuel Perrand. Présent. Marianne Crozière. Présent. Marie-Christine Herbali-Bouquet. Présente. Michel Rabaillé. Présent. Anne-Laure Duval. Présente. Claude Gendron. Présent. Anne-Sophie Plot. Présente. Pascal Poyot. Présent. Pascal Vitre. Présente. Camille Bossat. Présente. Alain Vanier. Présent. Liliane Lubaski. Présente. Jean-Paul Bergeau. Présent. Manuela Pinel. Présente. Éric Lemonnier. Virginie Dumont. Absente. Carole Hamon. Présente. Pascal Maudet-Carillon. Présent. Sandrine Métier a donné pouvoir à Madame Brosse. Jean-Robert Pagès. Présent. Valérie Brosse. Et Monsieur Fraleux a donné pouvoir à Monsieur Maudet-Carillon. Merci Daniel. Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. En préambule de ce conseil municipal de la séance du 22 janvier, je vous propose en introduction d'avoir la présence de Mme Ronvel et de M. Leduc, qui font partie du PDA. C'est la présidente. Vous êtes membre du bureau. Donc, c'est pour une formation d'une petite demi-heure. Qu'est-ce que c'est que le PDA au sein de la commune du Val-d'Illonie? Je laisse la parole. Tu es censé présenter, Oui. Je suis Philippe Levu, habitant de Gare, et membre du PDA. Donc, qu'est-ce que c'est que le CODEVIA? Déjà, le sigle, c'est le Conseil de développement du Val-d'Illonie. Il s'appelle CODEV lorsque nous avons pris nos fonctions. Donc, le CODEVIA, c'est une assemblée qui est installée depuis maintenant presque 3 ans, puisque chaque mandat est de 3 ans. Nous arrivons donc au terme, et c'est aussi la raison de notre présence parmi vous aujourd'hui, c'est de vous présenter le Val-d'Illonie. Le CODEV, pardon, du Val-d'Illonie, parce qu'en fait, il y a une quarantaine de places et nous sommes aujourd'hui 28. 28 qui sont tous sortants. Certains vont être reconduits parce qu'ils sont volontaires pour repartir pour un deuxième mandat, mais il y a des places. Et il manque pas mal de représentations. Moi, je suis toute seule à représenter Saint-Sauveur-de-Ligné. Compte tenu de la taille de la commune, ça pourrait quand même être un petit peu plus important. Donc, un appel aux vocations. Donc, c'est un conseil citoyen. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de mandat électif, qui sont totalement bénévoles, qui sont motivées et attentives à la vie locale et qui souhaitent participer au débat public. Donc, vous avez notre ligne juste après. Vous voyez, il y a des vides, hein. Pas mal de vides. Du précédent. Oui. Oui. Donc voilà, peut-être. Hein, là, il y a 8 membres qui sont dans leur deuxième mandat et il y avait 20 nouveaux membres. Au départ, nous étions 38. Donc on a perdu un petit peu de monde en route. Le principe, c'est une assemblée qui doit être paritaire. Au départ, nous avions une parité exemplaire. Et nous avons perdu des représentants des communes, donc il reste 17 femmes et 11 hommes. Ces 17 femmes et ces 11 hommes sont pour partie 18 en activité et 10 en retraite, ce qui est intéressant mais compliqué. Compliqué parce que le fait d'être en activité, ça ne nous permet pas de participer aux différentes réunions qui sont proposées, aux formations qui sont proposées aux membres des CODEV, globalement sur le territoire de la Bretagne, parce que tout ça, ça a lieu en journée. Un certain nombre de réunions, de comités, d'associations ont lieu en journée, sont tenues par des fonctionnaires territoriaux.
Et donc, il n'est pas question d'avoir des réunions le soir. Donc, ça nous limite un petit peu, et ça mobilise surtout beaucoup les retraités, qui sont partout. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est la limite, mais le fait d'être en activité, on a aussi une autre vision des choses. Donc, ça, c'est intéressant. C'est important. Alors, en termes de classe d'âge, 9 personnes ont plus de 60 ans et ne sont pas forcément toutes en retraite. Et 19 sont dans la classe 20-60 ans. Jeune et d'une trentaine d'années. Le plus jeune, oui, c'est un représentant de l'Est qui a une trentaine d'années. Alors, en termes de représentation territoriale, on ne voit pas bien, mais nous avons la commune d'Andouillé, on ne voit pas bien non plus, Andouillé-Neuville, Aubigné, Fins qui n'ont pas de représentants, Moisier non plus, Sens de Bretagne non plus, Saint-Médard-sur-Île non plus. Donc ça fait quand même 6 communes sur les 19 qui n'ont aucune représentation ou qui n'en ont plus. Donc on a démarré une action de communication vers les communes pour parler de ce renouvellement de mandat et tenter d'obtenir des candidats. Alors, le Val-d'Île le parti sud et sud-ouest est beaucoup plus représenté, la Mézières, de l'Est. C'est pour ça que c'est alors que vous voyez, Sens de Bretagne, pas du tout. Une seule personne sur Saint-Thomas-d'Aubigné, donc de ce côté-ci du territoire, ce sera intéressant qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà. Alors, on a une candidate pour Sens de Bretagne pour le prochain mandat. C'est vrai. Voilà. Mais autrement, on n'a pas connaissance de l'identité et de l'origine géographique des candidats. Et en plus, on essaye vraiment de respecter l'étendue du territoire et de faire nos réunions de manière à peu près centralisée. Le plus souvent, c'est à l'hôtel de la communauté de communes à Montreuil-de-Gaz, qui permet quand même aux personnes qui viennent et de Gare et de Sens de Bretagne ou de la Mézière, Vieux-Ville aussi c'est loin, ça permet d'avoir un rendez-vous un peu central, qui déplace tout le monde à la fois, mais bon, en covoiture. Donc vous pouvez dire aussi en covoiture, c'est sympa. On a choisi, enfin, on fait étudier et puis étudier avec un graphique un logo qui permet de marquer en fait le présent d'un certain nombre d'événements, bien sûr, dans des documents. Et ce logo a été validé en 2021, donc il va continuer à être utilisé. Alors, le Conseil du développement, c'est la page suivante, c'est évidemment un organe strictement consultatif, il n'est pas du tout décisionnel. Donc c'est un outil de démocratie participative, il est consulté par la communauté de communes sous forme de saisine, et qui nous permettent donc de donner un avis sur les décisions qui sont prises par la communauté. Cet avis évidemment est facultatif. Alors oui, le Conseil de développement, le CODEV, est une instance qui est facultative dans les communautés qui font moins de 50 000 habitants, ce qui est notre cas puisqu'on doit être autour de 38 000 habitants. Mais la communauté de communes, le Conseil a souhaité poursuivre cette expérience, probablement pour la suite également. C'est aussi un organe qui est dégagé de toute contrairement politique. Les gens ne sont pas présents dans le CODEV au titre d'une appartenance politique. Alors, mission agitateur d'idées, bon, ça c'est un peu pour le fun, mais autrement, on va dire, c'est un organe qui est destiné à s'informer sur la vie du territoire, à aller aussi rencontrer les personnes. On peut passer à la diapositive suivante. On peut aussi rencontrer les citoyens pour pouvoir rapporter des avis, construire des avis collectivement, une trentaine de personnes qui venaient, des propositions, et ces propositions, elles sont émises notamment lors des saisines. Alors, des saisines, on en a le style le PCAET, par exemple, qui vient,
un document qui est actuellement en cours de bilan au niveau de la communauté. On a été saisi de ce document-là et on nous a demandé de donner un avis. Donc on a produit un avis qui est arrivé sur le bureau de notre président là, et qui fait une vingtaine de pages. Donc on a vraiment bien travaillé en commission sur cette question. On a aussi donné des avis par exemple sur la ligne de transport dans le territoire, sur le PLH, le plan local de l'habitat, sur le PAT, le plan alimentaire territorial, etc. Les membres donc, sont désignés par délibération du conseil communautaire à partir donc, de personnes qui se portent candidats. Et justement, dans le cadre de renouvellement de SCODEV, la manière dont les citoyens sont informés de cette possibilité-là d'être de participer au CODEV, elle est importante. Il y a différents outils, mais plus ils sont nombreux, mieux c'est. Le petit journal papier de la commune, mais aussi le site internet, sur Gare, le panneau Pocket par exemple, et c'est vrai que ça touche quand même pas mal les gens. Voilà. Un certain nombre de possibilités pour informer les gens que ça existe et qui peuvent candidater. Ensuite, les membres sont désignés. S'il y avait 100 volontaires, évidemment, il n'y aurait pas un tri ou un tirage au sort. Les dernières fois, ça ne s'est pas trouvé. On essaye aussi, le conseil communautaire essaye de maintenir une forme de parité. On l'a vu tout à l'heure, hommes-femmes dans ce conseil. Et puis également la représentativité des communes de la meilleure façon. Le mandat est 3 ans, c'est-à-dire qu'il est finalement à moitié de la durée d'un conseil municipal, d'un mandat municipal, 3 ans renouvelables, 2 fois consécutivement, c'est une possibilité. Alors notre fonctionnement se répartit en un certain nombre de réunions. La plus importante, c'est ce qu'on appelle la plénière, qui se réunit 5 fois par an. Là, tous les membres sont présents, le mieux possible. Cette plénière, elle est organisée et elle est préparée par un bureau collégial. On a fait ce choix-là, qui a été inscrit dans la charte qui a été validée par le conseil communautaire. Et ce bureau collégial n'a pas de président. 6 à 8 membres qui sont à présence égale de décision dans ce bureau. L'organisation du fonctionnement repose aussi sur des groupes de travail, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des saisines que la communauté de communes pouvait faire par rapport au conseil de développement. Les groupes de travail, eux, se saisissent eux-mêmes d'un certain nombre de sujets. Cette année, nous avons 3 sujets, 3 groupes de travail. L'un sur la démocratie, donc locale, l'autre sur l'alimentation du territoire, et le 3e sur l'inclusion dans le développement du territoire. Donc, le CODEV s'appuie sur une charte, une sorte de règlement intérieur, qui a été une première fois réexaminé au début du mandat en 2021, et qui vient d'être à nouveau, suite à des évolutions et un fonctionnement, on a souhaité le relire, le revoir, et il sera validé dans les jours qui viennent. Hein. C'est ça. En bureau communautaire. En plénière. En plénière et après en bureau communautaire. Et on l'a soumis à Claude Jawel la semaine dernière. C'est ça. Et puis enfin, le fonctionnement du CODEV repose aussi sur la présence d'une animatrice qui est donc en fait un fonctionnaire territorial, Émilie Pollard-Christine, en l'occurrence, qui donc nous aide aussi beaucoup dans l'ensemble des démarches qu'on a faites. Donc la mobilisation se fait sur saisine du conseil communautaire, on dit par exemple le PCMT, ou bien le PLH, mais aussi par autosaisine. Alors le CODEVIA, on va le souligner donc, est aussi en relation avec un réseau beaucoup plus important. Il existe un réseau national des CODEV, mais le premier réseau qui a existé en France, c'est celui des réseaux bretons. Donc c'est le plus ancien. Et nous en faisons partie également. Nous cotisons à ce réseau. La communauté cotise.
Et c'est assez intéressant. Évidemment, il y a des problématiques des réseaux bretons qui vont moins nous intéresser parce que, par exemple, on n'est pas sur des problèmes de littoral, par exemple. Mais en ce qui concerne la question du monde rural, eh bien là, on a vraiment des choses à échanger à tous les niveaux, la transition énergétique, etc. Et c'est tout à fait intéressant d'être membre de ce réseau-là. Et on participe aussi à de nombreuses instances. On participe aux réunions du Pays de Rennes, par exemple pour le SCOT, le CCES. Donc, le CCES, c'est le traitement des déchets à la Clodraise. Et c'est aussi le réseau régional des CD. On est présent également à des réunions pour le contrat de solidarité territoriale. Là, on est tenu au courant de l'évolution des questions qui traversent le territoire. Alors, les actions que nous avons déjà réalisées, donc on a parlé de la réécriture de la charte, c'est x2 en fait, puisque une fois en 2021 et une fois en 2023. On a donc créé le nom Codevia, notre logo qu'on vous a présenté tout à l'heure. Il y a eu donc des avis sur les saisines, projet de territoire, le bilan du parcours du PCLT, le bilan du mandat du PLH, un avis sur les mobilités, la participation à de nombreuses instances, donc je ne vais pas me répéter. On a participé au débat pour le Conseil national de l'alimentation, à une conférence aussi du dialogue social du Pays de Rennes. On a non seulement participé, mais organisé une conférence sur les tiers-lieux. Et donc on a mis en place 3 groupes de travail. Alors, le premier, c'est le groupe de travail. Ce sont des groupes permanents, en fait, qui ont travaillé pendant toute la durée du mandat. Parce qu'il peut y avoir des groupes ponctuels qui sont nommés par l'Assemblée plénière pour répondre à un besoin. Par exemple, un groupe de travail qui va répondre à une saisine. Mais le groupe de travail qui a réécrit la charte, c'est aussi un groupe de travail occasionnel, on va dire. Donc, groupe de travail permanent, la démocratie locale. C'est une chambre d'écho des problématiques des citoyens sur le territoire qui souhaite activer le débat entre citoyens et élus, donc dans le cadre d'une transition démocratique. Ouais, alors le groupe de travail sur le territoire. Alors là, oui, c'est un schéma qui est si vous voulez procurer le diaporama, vous pourrez. C'est en fait c'est le schéma du travail du groupe démocratie. Donc c'est une carte mentale en fait qui recense toutes leurs pistes de travail. Bon, c'est vraiment pas lisible. Donc je vous invite à consulter le diaporama si vous le souhaitez. Ouais, il y a du boulot. Ouais. Ah, mais partout, hein. Le groupe de travail nourrit le territoire. Donc, ce sont des membres issus d'horizons professionnels différents et qui se sont retrouvés en fait autour d'une volonté commune d'encourager une alimentation de qualité sur le territoire pour que ça puisse bénéficier à tout le monde, que ce soit les producteurs, les consommateurs, les entreprises. À ce titre-là, ils ont participé au festival alimentaire et organisé une conférence débat. 2 conférences débat, 2 fois l'année dernière et cette année, 2022-2023. Je n'ai pas encore passé 2024, excusez-moi. À Melès, donc autour de la diffusion d'un film et ensuite une conférence avec un intervenant et participation de la salle. Et puis il y a eu l'organisation d'un banquet. Alors, le banquet des paysans, et non pas des paysans, un banquet qui a eu lieu à la ferme Biotope, à Vignoc, et qui a rassemblé 80 personnes. Animation autour de l'alimentation, atelier pain, atelier beurre dans la journée, pour le plus grand plaisir des enfants. Et le soir, donc, un banquet qui a été préparé donc, par un de nos plus jeunes membres, en fait, qui est cuisinier de métier. Et ça a permis, en fait, de préparer ce banquet et proposer des produits issus de tous les producteurs locaux du territoire du Val-d'Ille-Aubigné, avec une petite signalétique sur le site
et aussi sur le petit dépliant avec le menu où on pouvait localiser en fait les producteurs qui avaient fourni les produits préparés au danger. Voilà pour le groupe Nourrir. Donc ensuite, nous avons le groupe Pour un territoire inclusif. Donc là, c'est un groupe composé de personnes qui se préoccupent de l'inclusion sur le territoire. C'est l'inclusion à tous les sens du terme en fait. C'est l'inclusion sociale, l'inclusion économique, l'inclusion numérique. Et nous avons choisi en fait de travailler sur, enfin je dis nous parce que je fais partie du groupe, nous avons choisi de participer sur la notion de tiers-lieu. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Un lieu de lien, qui est un endroit de convivialité, d'accueil, de conseil, de solidarité, d'accompagnement sur le territoire. Et nous avons donc pris contact avec l'ensemble des tiers-lieux connus sur notre territoire. Et le souhait, c'était en fait de les identifier et de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et donc, la rencontre a eu lieu le 7 octobre à Saint-Thomas-d'Olivier. Nous avons réuni donc les représentants des tiers-lieux, des représentants de l'association qui connaissent bien les tiers-lieux, qui les aident, des élus qui sont venus aussi pour animer des ateliers. Et la suite eh bien, c'est une mise en commun de leurs bonnes pratiques, une mutualisation éventuellement de ce qu'ils peuvent faire, par exemple mutualiser un agenda de spectacle en faisant venir un artiste un coup à Sens-de-Bretagne à Brocoli, un autre coup à Ambouillé-Neuville chez Léonard, de façon à ce qu'on puisse mutualiser ces ressources. Et le Codivia est en train d'éditer un livret de présentation de ces lieux qui se sont pris en main en fait, pour rédiger leur fiche de présentation. Donc c'est aussi un travail qui va servir pour de nouveaux tiers-lieux et qui va servir aussi pour les nouveaux membres du Codivia. Et il y a aussi un projet d'agenda, on l'a appelé C'est quand on va où. Alors c'est quand on va où, c'est en français, mais ça nous a tellement bien parlé que l'idée c'était de trouver des rendez-vous en fait, périodiques dans les différents tiers-lieux où tous les autres pouvaient se déplacer pour aller faire la connaissance du lieu et de ses occupants. Voilà, pour le groupe inclusif. Le livret devrait être édité courant mars et sera à disposition dans toutes les mairies et également dans ces lieux de lien, cafés associatifs, etc. Ouais, on distribuera un petit nombre d'exemplaires dans les mairies, mais c'est un livret qui va faire 24 ou 25 pages, je crois. On va peut-être être en ligne aussi sur le site de la communauté. Voilà. Donc, nos prochaines étapes, on vous l'a dit, c'est le renouvellement du Codivia, puisque notre dernière assemblée plénière, c'est cette semaine. Et ensuite, la clôture des candidatures, c'est février. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Les étapes aussi, c'est de venir vers vous, vers les différents conseils municipaux, pour présenter le Codivia, pour nous faire connaître. Et il y a eu un dossier spécial Codivia dans le magazine communautaire. Et donc une information éventuellement avec le kit de communication qui a été envoyé aux municipalités. S'il est possible de communiquer sur le site de la commune, sur le panneau lumineux, sur les différents supports. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Là, on a donné les adresses. Donc, sur le site de Valville, il y a un petit bouton Codivia en haut à droite et l'adresse mail Codivia Valville-Olivier et un numéro de téléphone. Voilà, je pense que là j'ai tout dit, merci. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci de votre attention et de votre accueil. Vous avez dit pas de mandat électif et on peut être élu dans une association. Il ne faut pas de mandat électif municipal. Électif, bien sûr, conseil municipal. Il ne Voilà. faut pas être élu municipal ni communautaire. Ni communautaire. Mais bon, le monde associatif n'a rien à voir.
a d'ailleurs quelques-uns dans Codivia à avoir des fonctions associatives. Ça oui. Vous vouliez me piéger? Non, C'est surtout pas des goûts du conseil. oui, le conseil, pas de débuter non plus que vous. Ah ben, il y a plus de liberté, il y a plus de liberté d'expression là. Bah oui, puis même dans les réponses saisines, il y aurait une partie prise, je pense. C'est ça, tout à fait. 4. Donc les gens qui vont pouvoir être élus, si jamais ils rentrent dans les conseils municipaux en 2026, on va faire leur pire sort du côté de 3 ans. Oui, c'est ça. Ah oui. Ça arrive en fait assez fréquemment. Oui. C'était mon cas. Ouais. J'ai fait partie des premiers collectivités. Ah oui, d'accord. Peut-être le conseil citoyen. Non, le CODEV. J'ai fait partie du premier CODEV. Ouais. Oui, donc là, le mandat, il ira jusqu'en 2027. Donc, on aura à connaître le renouvellement des conseils municipaux aussi. Bon, ok, merci. Voilà, merci de. Merci à tous. En vos places. Concernant l'approbation des procès-verbaux des séances du 25 septembre 2023 et du 11 décembre 2023, y a-t-il des remarques, des observations? Je passe le vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 1 à l'ordre du jour concerne l'intercommunalité. Le point numéro 1, ça concerne la modification des statuts de la commune du Vallier-le-Vigne. La dernière révision des statuts de la CCVIA a été actée par l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021. Lors de sa séance du 25 mars dernier, le Conseil communautaire a approuvé les modifications suivantes. Afin de pouvoir s'engager dans une démarche de contrat local de santé à l'échelle des territoires de l'Ifrétornier, communauté du pays de Château-Giron et du Val-du-Vigné, et de permettre la conduite du schéma directeur d'assainissement collectif en vue de la prise de compétences réglementaires en 2026. Et conformément au texte en vigueur, le conseil municipal dispose de 3 mois pour donner son avis sur cette modification statutaire. En cas d'approbation aux règles de la majorité, le préfet prendra un acte et un arrêté pour acter toutes ces modifications. Je ne rappelle pas le code général des collectivités territoriales. Ce que je vous propose, c'est de proposer au conseil municipal d'approuver l'ajout des mentions suivantes dans les statuts communautaires: ajout de la compétence facultative, élaboration et participation à un contrat local de santé, et un ajout à l'article 19. Les communes membres peuvent confier à titre gratuit à la communauté de communes, par convention, la charge de mener toute partie de la passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics pour leur compte dans le cadre d'un groupement de commandes constitué, et ce, indépendamment des compétences préalablement transférées. C'est difficile à comprendre, ce texte, mais c'est de l'information. Le contrat poursuit les objectifs suivants: donc la réduction de la mortalité prématurée évitable par le développement et le renforcement d'une offre locale en prévention et promotion de la santé. Le développement d'organisations locales sanitaires et médico-sociales favorisant la fluidité des parcours et l'accès aux soins de tous.
agir sur l'attractivité des métiers de la santé, un meilleur accès à la santé des populations vulnérables, une interface directe entre les territoires, leurs élus et l'ARS, le conseil. Le CLS doit permettre d'identifier des problématiques de santé locale et d'y apporter des réponses spécifiques, mais aussi intégrer une dimension santé à l'ensemble des politiques publiques locales. Le CLS n'a pas vocation à inclure des dispositions de programmation de l'offre et de création de places en matière médico-sociale et hospitalière, ni également des objectifs internes aux établissements. La mise en place d'un contrat local de santé est envisagée sur les périmètres du Vallée de Ligné, de l'Ifrétorbi communauté et depuis de Château Région communauté. Donc c'est un projet pour un statut global et identique pour les trois EPCI voisins, les deux EPCI voisins. Et de m'autoriser, moi-même ou un de mes représentants, à signer toutes les pièces pour la conférence de dossier. Y a-t-il des... Donc les deux sujets n'ont rien à voir. Non. Parce que l'autre, c'est l'assainissement. Mais c'est quoi? Ces deux modifications qui font la différentes. L'assainissement, c'est pour permettre des commandes de couper au niveau de l'intercommunalité par rapport à la notion en janvier 2026 de la compétence assainissement qui va être transférée. Des sujets différents. Pas d'observation, pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, on l'a évoqué la semaine dernière à l'Interco, c'est les petites villes de demain. C'est l'avenant numéro 1 à la Convention Petites Villes de demain, valant opération de revitalisation du territoire. Donc, je rappelle que le programme Petites Villes de demain est un dispositif de l'État qui s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants et de leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité. Ils donnent donc aux collectivités bénéficiaires les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour ainsi comporter leur statut de ville où il fait bon vivre et respectueuse de l'environnement. Je rappelle que la convention d'adhésion au programme national Petites Villes de demain sur les communes de Melesse et d'Aïna-Lézière a été signée le 12 mai 2021 entre la préfecture, les communes lauréates, la CCVIA et le département. Cette convention a fait l'objet d'un avenant en date du 11 mars 2022 pour l'intégration de la commune de Saint-Ouen. Cette convention d'adhésion engagée à rédiger une opération de revitalisation de territoire, une ART, dans les 18 mois suivant la signature. La convention cadre vaut opération de revitalisation des territoires, ERT, créée par l'article 157 de la loi pédagogique du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, du 23 novembre 2018, qui a été signé le 12 décembre 2022. Cet outil juridique doit permettre aux collectivités de mettre en œuvre un projet global de territoire qui vise à confronter leur centralité, en conférant notamment de nouveaux droits juridiques et fiscaux tels que le dispositif de Normandie. Cette convention d'une durée de 5 ans formalise le projet de revitalisation des centralités. Elle présente un diagnostic des enjeux et un programme d'action avec des ambitions partagées, tenant compte des documents et enjeux supracommunaux et des définitions par commune. Pour chaque commune, elle définit un périmètre stratégique pour la mise en œuvre du projet de centralité et présente ainsi des fiches actions traduisant les projets qui participeront à répondre aux enjeux définis. La Convention précise qu'elle peut être modifiée par voie d'avenant chaque année, après avis du comité de projet Petites Villes de demain, dans le cas de l'évolution des périmètres d'intervention, de l'évolution des axes stratégiques, de l'ajout ou de la suppression d'actions ou de l'évolution des outils juridiques. Ce comité de projet s'est réuni le 23 novembre 2023 et a été acté un projet d'avenant pour l'intégration de plusieurs fiches d'action et des modifications de périmètre d'intervention. Ainsi, il est proposé d'ajouter à la convention d'opération de revitalisation du territoire les actions suivantes. En axe numéro 1, répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation foncière. La fiche numéro 9, densification, identification des opportunités pour la zone de Saint-Ouen. La fiche numéro 12 pour le projet de logement à la ferme, priorité à la Mézière. La fiche numéro 13, le secteur d'impact potentiel de renouvellement urbain à la Mézière. En axe numéro 2, les centralités vivantes et dynamiques. La fiche numéro 27, la polarité du Jules Ferry, jeunesse, culture et sport à l'ouest. La fiche numéro 30, construction d'un équipement sur une ancienne friche à la Mézière. La fiche numéro 31, aménagement d'une place de village à la Mézière.
Et la fiche numéro 34, l'axe création d'une salle à vocation culturelle à Saint-Aubin-de-Lille. L'axe numéro 3, les centralités engagées dans la transition écologique et énergétique. Numéro 48, fermeille agriculturelle à la maison Collioure à Melès. Fiche 49, création d'un parc public et des logements à la Jeannée à Melès. Fiche numéro 50, la végétalisation des cours d'école à la Mézière. Et fiche 59, accompagnement au changement d'échelle à la Mézière. Ces nouvelles actions portent le nombre d'actions à 60 pour la convention d'opération de revitalisation du territoire. En outre, les modifications de périmètre d'intervention portent sur la commune de Melès concernant l'intégration au périmètre de la grande de la Croix-Couleur au nord pour l'action numéro 25. Sur la commune de la Mézière, intégration des sites de renouvellement urbain identifiés, action numéro 12 et 13 de l'avenant. Sur la commune de Saint-Aubin-de-Ligny, correction apportée au périmètre collé aux limites parcellaires ou au zonage du PLUI, par endroit notamment au sud sur le complexe sportif, l'action numéro 23. Des outils juridiques complémentaires sont également intégrés à la Convention RT, à savoir le droit de prévention commerciale et artisanale, l'encadrement des baux commerciaux et l'interdiction ciblée de travaux. Ce que vous avez proposé ce soir, c'est d'approuver l'avenant à l'opération de revitalisation du territoire, le RT, avec ses secteurs d'intervention et ses annexes, fiches action, maquette financière et calendrier. Et de m'autoriser moi-même, ou un de mes représentants, à signer l'avenant à la Convention cadre Petite Ville de demain, valant ORT, et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération, et à accomplir ainsi toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Et de m'autoriser à solliciter et signer tout financement en lien avec la présente convention. Complément d'information. On peut ajouter au fil de l'eau des actions. Hein, donc, C'est au fil de l'eau. on en a quelques-unes à ajouter pour Saint-Aubin qui sont en cours de préparation. On aura l'occasion d'en reparler. On peut se entériner à la prochaine émission. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une. Je vous remercie. Le point suivant, urbanisme, cadre de vie, les Michel convention de participation supérieure, annule et remplace la délibération 2023. C'est le date du 25 septembre 2023. Oui, donc le Conseil est informé que la Convention annexée à la délibération 2023 sur le sujet à objet comportait une erreur administrative quant à la superficie des surfaces à vocation commerciale et d'entrepôt. La Convention de participation modifiée est soumise au vote de l'Assemblée délibérante. Donc, on vous informe que le super de Saint-Aubin a bien déposé une demande de permis de construire pour l'agrandissement de ses locaux existants avec la création de 957 m² de surface de plancher sur un foncier situé à l'intérieur du périmètre de la ZAC du Champ-Normé. Dans le cadre de la réalisation de la ZAC confiée à la société Terre pour la convention présentée au conseil municipal, elle a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la participation financière du constructeur aux frais d'équipement de la ZAC dont bénéficieront le projet et sa parcelle d'assiette dans le périmètre de la ZAC, c'est la parcelle YE132. Le constructeur envisage donc de construire une extension au bâti existant comme suit: 950 mètres carrés à vocation d'entrepôt. La surface cadastrale du projet est de 29 364 m², répartie sur deux sections de cadastre, et la surface de plancher est bien de 957 m². Au regard du montant des dépenses pour la réalisation du programme des équipements publics de la ZAC mis à la charge des constructeurs, estimé prévisionnellement à 13 254,5 €, le compte rendu annuel de la collectivité locale 2021, le montant de la participation due par les constructeurs a été fixé à 67,32 € par mètre carré de surface de plancher. Au regard de la destination de la construction ainsi que du projet de demande de permis de construire tel qu'il a été communiqué en juin 2023, le montant de la participation due par le constructeur, donc Super Saint-Aubin-de-Ligny, s'élève à titre prévisionnel à 73 995,24 €. Il est proposé au Conseil de valider la nouvelle convention de participation du supérieur. Et donc, M. le maire, il faut encore signer toutes les pièces pour la passer à ce dossier. Donc, c'est une régularisation par rapport à une certaine plancher qui n'était pas la bonne, je pense. Il y avait une répartition entre
entrepôt et Oui. tout n'était pas en entrepôt. Non, Il y avait une petite partie qui n'était pas en entrepôt. Donc là, tout est en entrepôt. tout est entrepôt. Oui, oui, l'agrandissement correspond à une vocation d'entrepôt. Mais c'était déjà 257 hectares. Oui, oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas une superficie commerciale en tant que telle. Vous allez en voir 957 mètres carrés supplémentaires de magasins à l'intérieur de Super U. C'est une partie des entrepôts actuels qui vont sortir du magasin, ça c'est sûr. Bon, Ça c'est dépend, vraiment la surface commerciale là. ça dépend si on considère que le drive est À un 50 surface commerciale ou pas, parce que l'entrepôt, c'est pour faire du drive supplémentaire, c'est pas le stockage. Là, c'est pour vous matérialiser l'endroit, c'est quand vous êtes face au Super U, vous voyez le drive qui est complètement à droite. C'est toute la partie engagement qui est avant Mais les c'est pour façons. agrandir le drive, donc. Oui, ça fait un Alors, est-ce qu'on entre le drive dans une surface commerciale aujourd'hui ou pas? C'est ça la question. Concrètement, c'est pas considéré comme commercial le drive, ce qui est un peu dommage. Les gens n'ont pas accès à l'intérieur du drive. Ils viennent enfin juste pour récupérer leur. C'est l'ambiguïté de ça reste un commerce online, donc ça change pas grand-chose. Vous avez ça les trois là en ce moment Ah, dans l'espace des drive. Moi, j'ai fait un projet il y a plus de 2 ans, il y avait une extension mais qui n'était pas conforme aux règles d'urbanisme générales. Merci Gérard. Pourquoi je passe au vote? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une. Alors, merci. Le point suivant. Attribution des subventions 2024 aux associations. Oui. Alors, suite à la réunion qu'on a eue le 10 janvier 2024, il est proposé le vote des subventions. Certaines associations ont répondu, d'autres on est en attente de réponse qui n'ont pas répondu. Il y a deux associations qui ne demandent pas de subvention cette année. Il y a le collectif Au cœur de Saint-Aubin qui ne demande pas de subvention pour 2024 et la pétanque Saint-Aubinoise qui ne demande pas de subvention pour cette année. Voilà, certaines n'ont pas répondu, hein, il y a quelques-unes. Le commissaire agricole n'a pas répondu, mais bon, le président a des problèmes de santé, alors voilà, ça devrait arriver. Crête et Vallée n'a pas répondu, ça doit arriver aussi. Et la prévention routière n'a pas répondu non plus. Et autrement, il y a une association de Saint-Aubin, une association sportive de Saint-Aubin, mais qui n'a pas qui a qu'un seul mineur dans son groupe. Et alors, ce qu'on a proposé en commission, c'est comme il n'a pas, comme tout ce qui est association sportive, c'est tant par jeune moins de 18 ans. Et ce qu'on a proposé en commission, c'est de donner une subvention comme une association locale de Saint-Aubin, parce que c'est un sport de combat, alors il n'a qu'un jeune de 15 ans qui pratique cette activité. Mais bon, les plus jeunes ne peuvent pas, il n'y a pas beaucoup de monde à être sur cette activité. Alors, ce qu'on a proposé en commission, c'est de soumettre une attribution comme une association locale de Saint-Aubin de 428,40 €. Autrement, tous les montants sont restés comme l'année passée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres remarques à faire par rapport à ces subventions-là? Le montant pour mettre l'année, c'était combien comme une association 428,40 €. D'habitude, Et oui, ça y est, le dossier est arrivé là. Mais moi, c'était trop. Le dossier est arrivé la semaine dernière et nous, on a eu une réunion le 10 janvier, c'est arrivé trop tard et les conventions les convocations du conseil sont parties mardi dernier et le courrier est arrivé mercredi ou jeudi. Alors ça passera au prochain conseil hein, parce que. Comment? Oui, parce qu'il y a quelques sections en moins. L'année dernière, il y avait 30 sections, je crois, et cette année, ils en ont 4 en moins.
il y a danse de salon qui n'a pas eu lieu, le jazz, j'ai plus les autres en tête, moi. Mais oui, il y a 4 sections au moins par rapport à l'année dernière. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu moins. Ouais. Et en effectif, ça ne veut pas combien de sont? Tourne autour de 1400, mais total si tu veux. Et nous, au niveau de Saint-Aubin, c'est que sur les jeunes de Saint-Aubin qui ont une licence. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au sens de l'article L 231 des codes général des collectivités, sont des délibérations auxquelles ont pris un ou plusieurs membres du conseil intéressé. Alors, je ne sais pas que Jacques, toi tu ne vas pas voter, c'est ça, parce que comme ta femme est présidente. Je ne peux pas voter. Je ne peux plus voter. Comment? Je ne peux plus voter. D'accord, ok. Tu fais partie des associations. Des associations d'une. Boîte amitié. La boîte à tabac, oui, d'accord. Ok, d'accord. Là, je le note pour l'avoir en tête aussi. Soit en faire l'objet, soit en leur nom personnel, soit en mandataire. Ainsi, il convient pour les élus versant des responsabilités au sein de l'association, ça va devenir de toute participation. Alors, vu la délibération du conseil municipal, vu le courrier de l'INSEE établissant la population municipale à 4159 habitants au 1er janvier 2024, considérant l'avis de la commission de la vie associative en date du 10 janvier 2024. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le tableau de subventions aux associations 2024 comme présenté ci-dessus et autoriser monsieur le maire ou un de ses représentants à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Merci Daniel. Vous ne faites pas participer au vote? Alors, monsieur Jacques et monsieur Baudet arrivent. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, budget principal pour remboursement de frais avancés. La commune a mis en place depuis novembre 2023 une carte bancaire sur sa régie mixte, service administratif. Un problème technique n'a pas permis de procéder à un achat via la carte. Par conséquent, un agent a dû avancer la somme afin d'obtenir une licence dans les temps impartis. De plus, la commune a souhaité acheter des galettes des rois pour les vœux du maire, mais il était momentanément impossible d'éditer de facture sans paiement à la caisse des boulangeries. Donc, il conviendra donc de procéder au but d'une délibération du conseil municipal au remboursement des dépenses suivantes. L'agent en charge de la communication a avancé l'achat de musique sous licence pour la production d'un support pour les vœux du maire. Et M. Dumilieu, adjoint au maire, a avancé l'achat de 12 galettes des rois pour les vœux du maire. Vu mon exposé, il est proposé au conseil municipal de décider de procéder au remboursement des personnes suivantes. Agent en charge de la communication à hauteur de 68,40 € et M. Dumilieu à hauteur de 244,80 €. Et d'autoriser moi-même ou un de mes représentants à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Je ne prends pas par le vote. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, ressources humaines, création de postes non permanents pour un accroissement temporaire pour un saisonnier d'activité. Selon les termes du Code général des collectivités territoriales, et notamment aux articles 313, 65 et suivants, des emplois de chaque collectivité établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement s'il appartient à l'assemblée délibérante ou déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire à la fonction de service. Alors là, il s'agit d'ouvrir des postes pour un accroissement temporaire d'activité au cas où on en aurait besoin, puisque la loi oblige à le faire, ce qui n'était pas forcément fait précédemment. Donc là, il s'agit d'ouvrir des postes pour un surcroît ponctuel d'activité, qu'on aura peut-être, mais comme ça, on aura la possibilité de recruter ponctuellement des personnes pour faire face à ce surcroît d'activité. Donc, ce que l'on propose d'ouvrir, c'est 2 emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2024 dans le service technique. Si
6 emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2024 dans les services en de jeunesse. 2 emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2024 dans le service entretien du bâtiment. Et 1 emploi non permanent compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2024 dans le service restauration scolaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bien l'ouverture, on en aurait besoin, et probablement, comme l'a dit, on aura bien besoin d'un ou deux de ces postes, probablement. Donc, en conséquence, il va autoriser le recrutement d'agents contractuels ou droit public pour faire face temporairement aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées à l'article 332.1 du Code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu des cas échéants du renouvellement du contrat pendant une période de 18 mois consécutifs. Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C. La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 367, unité 367 ou 366. Elle prendra en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Enfin, le régime d'indemnité instauré par la régulation 2022-109 du 12 décembre 2022 n'est pas applicable. Il y a des questions, des remarques? Juste une question. Quand vous dites que vous prendrez en compte les fonctions de la qualification, mais dans quel, comment vous entendez prendre en compte si vous êtes sur la rémunération maximum de 366, sachant que c'est l'échelon le plus bas? Moi, je ne sais pas répondre à la question. C'est notamment, enfin, c'est en lien à ça, mais c'est surtout en lien au recrutement des agents qui seront pris. D'accord, donc c'est pas par rapport à la rémunération que vous tiendrez compte. Non. C'est dommage. Quelqu'un qui peut qualifier qu'un autre qui soit payé aussi, c'est. Qui, sur ce type de poste, devrait se donner une qualification. Donc, il est proposé au Conseil d'adopter la proposition du maire parce que le budget est prévu pour 2024. C'est-à-dire que les discussions de la présente délibération sont faites au 1er février 2024. Merci Christian. Merci des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point suivant, ouverture d'un poste pour l'adjoint administratif principal de première classe. Alors, donc, il s'agit de remplacer encore à la retraite. Donc, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En raison d'un départ à la retraite d'un agent administratif, il convient de recruter un nouvel agent au poste de chargé de l'urbanisme. C'est l'agent en charge de l'urbanisme qui arrive à sa retraite. Cette candidature ont été reçues, donc une annonce a été publiée sur le portail emploi territorial le 11 octobre 2023 pour une parution jusqu'au 1er décembre 2023. Nous avons reçu 7 candidatures sur ce poste. Le jury de recrutement a retenu un candidat dont la prise de poste sera effective au 11 mars 2024. L'emploi ayant pu être pourvu par un fonctionnaire les besoins des services et la nature des fonctions justifiées au recours à un contractuel. L'agent recruté est engagé par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans. Il est proposé au conseil municipal la création d'un emploi au grade d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, 25 heures, et de modifier le tableau des effectifs en ce sens. C'est un poste qui n'existe pas dans les postes ouverts, donc il faut qu'on ouvre pour accueillir la personne recrutée. D'ailleurs, dans les décisions qui se votent, il y a une erreur dans la troisième, autorisé M. le maire à créer un poste pour le recrutement d'un agent contractuel sur un poste pour un poste de laisser le grade d'agent administratif principal de la classe à temps complet, modifier le tableau des emplois, dire que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune, dire que les dispositions de la présente délibération seront applicables au. C'est là qu'il est verra, c'est le 1er février 2024, si vous voulez bien corriger. Et autoriser M. le maire en se représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
est-ce que ce contractuel bénéficiera du RIFSEP? C'était bien précisé dans l'autre délibération que on n'a pas. C'est appliqué. C'est appliqué. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dans le point suivant, vous avez les décisions régulaires, notamment le BIA. Il n'y a pas été fait de décision de non-préemption concernant les adresses suivantes. Et ensuite, vous avez également les dépenses occasionnées au cours du dernier mois de décembre. Ça concerne les produits de badminton à hauteur de 4 549 €. L'entretien VMC du restaurant scolaire à hauteur de 1 813,19 €. Le organisation de terrain de football location 2024 à hauteur de 630 €. Le terrain de football engrais 2024 1 755 €. Les panneaux de chantier plus les plaquettes du numéro de rue à hauteur de 1 081 €. Et l'installation du lave-vaisselle, 2 heures et produits, qui est en cours. On a du mal, mais il est à hauteur de 1 784 €. Il c'est en cours. Oui, je sais. Et vous avez ensuite le calendrier prévisionnel des conseils municipaux, le 26 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 1er juillet. C'est le conseil municipal du 22 janvier 2024. Je vous remercie.